Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous. Cette émission se situe dans le cadre du deuxième tour des élections législatives. Les électeurs des 4 circonscriptions de la Guadeloupe seront amenés à retourner aux urnes le samedi 18 juin prochain. Ce soir, nous sommes dans la deuxième circonscription avec les 2 candidats retenus. Justine Benin, sortie en tête au premier tour, suivie de Christian Baptiste. Avant de débuter ce débat, un rappel rapide des principaux résultats sur les communes qui constituent cette circonscription et qui comprend les communes d'Anse-Bertrand, La Désirade, Le Gosier, Le Moule, Petit Canal, Port-Louis, Saint-François et Sainte-Anne. Alors, juste avant, je vous lirai un communiqué qui nous vient de Marie-Luce Panchard et de sa suppléante. Elle dit « Je remercie très sincèrement et très chaleureusement les 3154 électeurs de la 4e circonscription qui ont porté leur suffrage sur notre candidature lors du premier tour des élections législatives. Par respect pour les valeurs qui sont à l'origine de mon engagement politique et surtout de ma volonté de faire la politique autrement, j'ai estimé, en lien avec le groupe Basse-Terre en confiance qui m'accompagne sur le terrain, que les conditions n'étaient plus réunies pour continuer l'aventure en maintenant notre candidature au deuxième tour. Pour ceux qui y verraient un manque de courage et un aveu de faiblesse, je dis en toute humilité que c'est au contraire une preuve de maturité politique et de réalisme dans ce monde où règne trop de faux-semblants, d'insécurité, de calculs personnels, au détriment bien souvent de l'intérêt général. À vouloir persister ainsi, nous participons à aggraver cette rupture de confiance entre le citoyen et la politique en renforçant les rangs des abstentionnistes. Merci à tous les militants, merci à ma suppléante Muriel Dorville, une jeune femme formidable qui partage mes valeurs et qui mérite d'être connue. Je souhaite une bonne chance aux prochains députés. Je serai amenée à m'expliquer plus longuement sur mes choix politiques le moment venu. Sans amertume, en forme, Doubout, signé Marie-Luce Panchard. Voilà donc, vous l'aurez compris, Marie-Luce Panchard qui se retire de ce combat du deuxième tour. Je reviens donc sur la deuxième circonscription avec donc un rapide regard sur ce qui s'est passé et un rappel pour ceux qui n'ont pas les résultats commune par commune. Je m'arrêterai aux 4 premiers de cette circonscription. Justine Benin à la Désirade a recueilli 30% des suffrages. Elle était suivie de Michel Girdari Ramsami, 26%, Christian Baptiste, 17% et Michel Tola, 12%. Au Gosier, Justine Benin, 28%, Christian Baptiste, 24%, Michel Tola, 15% et Michel Girdari, 11%. En ce qui concerne le Moule,
Justine Benin a enregistré donc 43% des voix, Christian Baptiste 23, Michel Girdari 12 et Michel Tola 9%. Petit Canal, Justine Benin 37%, Michel Tola 21, Michel Girdari 20 et Christian Baptiste 12. Port-Louis, Michel Tola 40%, Justine Benin 21, Christian Baptiste 15 et Michel Girdari 12. Saint-François maintenant, Justine Benin 31%, Christian Baptiste 24%, Michel Girdari 15% et Michel Tola 13%. Sainte-Anne, Christian Baptiste 43%, Justine Benin 23%, Michel Tola 11% et Michel Girdari 8%. Voilà donc pour un rapide coup d'œil sur ces communes qui composent la deuxième circonscription. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de participer à ce débat du deuxième tour de ces élections. Alors, première question rapidement. Christian Baptiste, êtes-vous satisfait de votre score? Auriez-vous pu faire mieux? Nous sommes satisfaits du score. Nous aurons pu faire mieux dans la mesure où il y a eu beaucoup d'abstention. Mais d'abord, je voudrais remercier les 720 électeurs qui se sont portés sur ma candidature avec ma suppléante, et particulièrement les électeurs de Sainte-Anne aussi, qui m'ont fait confiance, même si je sais que bon nombre d'entre eux ne sont pas allés aux urnes parce qu'ils veulent garder leur maire. Mais je leur dis, je voudrais les rassurer qu'il y a une équipe qui est en place. Et demain, si la souveraineté populaire veut que je sois député, il y aura une continuité. De toutes les façons, l'équipe est en place. Et je reste au sein de ce conseil municipal. Donc, nous sommes satisfaits, mais nous aurons encore à travailler pour pouvoir, évidemment, gagner cette élection en expliquant et continuer à développer notre vision pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce premier tour? La différence, alors, c'est d'abord l'abstention, bien évidemment. Hein. Je pense qu'il y a eu il y a une méfiance aussi au niveau de la classe politique. Mais en tout état de cause, ce que je note dans cette élection, c'est que quand même, il y a 69% d'électeurs et électrices qui se sont exprimés, je dirais, contre effectivement le gouvernement Macron, mettant ici en difficulté Madame la secrétaire d'État, qui est membre du gouvernement. Et donc déjà, ce qui est la logique du premier tour des élections présidentielles et du deuxième tour. Donc mathématiquement, c'est notamment le deuxième tour, où c'était aussi 70% qui avaient voté contre ce gouvernement. Et donc ça se retrouve encore, évidemment, au niveau du premier tour. Donc nous sommes dans une logique et à mon avis, la logique sera respectée. On a vu sur le plan national que la NUPES est au coude à coude avec Ensemble, et on a vu que vous avez vraiment axé sur votre casquette NUPES. Est-ce que vous pensez qu'en Guadeloupe, le fait qu'il y ait cette petite avance pour la NUPES, vous pourriez en profiter finalement? Alors j'ai envie de dire que c'est la France qui profite justement de ce rejet de la politique d'Emmanuel Macron depuis les élections présidentielles. Et donc parce que le président de la République a été élu démocratiquement. Simplement, pour qu'il mette en place sa politique, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, en France, on lui a fait comprendre, comme dans l'outre-mer, eh bien, il ne faudrait pas qu'il ait cette majorité. Et je crois que c'est surtout la France qui profite de la dynamique que nous avons eue en outre-mer, et notamment en Guadeloupe. Et donc, nous nous réjouissons de voir que les Français ont compris qu'il ne faut pas qu'il y ait une majorité de députés concernant ce gouvernement Macron. Donc, il faut qu'il y ait une cohabitation. Et bien évidemment. En quoi est-ce bénéfique pour nous, ici? Mais tout simplement parce que nous allons... Alors, je précise que ce n'est pas une affaire de personne. Il faut que les choses soient bien claires. C'est une affaire de politique. Nous sommes dans une élection nationale. Nous devons changer de politique. Cette politique qui n'a pas été bénéfique, non seulement aux Français d'une manière générale, c'est une politique ultralibérale, une politique de droite. Ultralibérale, verticale, brutale, et justement qui vient d'en haut, et qui ne tient pas compte de la réalité du terrain, et qui n'a pas tenu compte de la réalité du terrain de la Guadeloupe.
où effectivement la population, le peuple, on n'a pas tenu compte de sa souffrance. Et donc par conséquent, il faut changer cette politique. Il faut mettre une politique qui soit sociale, qui tienne compte des inégalités, qui tienne compte des personnes qui sont à la retraite et qui touchent parfois une retraite de misère, des agriculteurs qui touchent 400 à 500 euros de retraite alors qu'ils ont travaillé pendant 40 ans. Et donc c'est cette nouvelle politique en faveur des plus démunis, en faveur du pouvoir d'achat, de tous ceux qui sont en difficulté. Donc c'est une affaire de changement de politique. Est-ce que vous avez demandé aux autres adversaires d'essayer de venir pour demander à voter pour vous au deuxième tour? Je parle de M. Tola, de M. Girdari. Est-ce que vous avez essayé de les avoir et puis d'avoir leur adhésion sur ce deuxième tour? Nous étions deux candidats de gauche qui défendent les valeurs humanistes et progressistes. C'était moi et Michel Tola, d'ailleurs, qui fait partie de la France Insoumise. Nous avons eu des échanges, effectivement. Cependant, il appartient à Michel Tola de présenter sa position, et c'est ce qu'il fera ce matin, enfin qu'il a fait ce matin d'ailleurs. Il va présenter effectivement sa position, et donc bien évidemment ce sera à lui de le faire. Mais en tout cas, nous défendons les mêmes valeurs, et d'après ce qu'il m'a dit, il ne peut pas défendre un programme au premier tour, défendre certaines valeurs au premier tour, et venir brutalement au deuxième tour changer et soutenir effectivement. Est-ce qu'il est clair dans sa position? Est-ce qu'il dit voter Christian Baptiste? Il est très clair, mais ce sera à lui de le dire avant. Ce n'est pas à moi de le dire. Ce sera à lui de le dire, parce qu'il prend toutes ses responsabilités, mais il sera très très clair. Merci Christian Baptiste. Justine Bénin, vous êtes sortie en tête lors de cette élection. C'est vrai qu'il y a un fort taux d'abstention. C'est vrai aussi qu'on voit que Michel Tola, M. Girdari ont fait des scores non négligeables. Alors, comment avez-vous analysé cette élection? Est-ce que vous vous attendiez à sortir en tête au premier tour? Tout d'abord, je dirais bonsoir à l'ensemble de la population de la deuxième circonscription et bonsoir à l'ensemble de la Guadeloupe. C'est vrai que le grand gagnant de cette élection, eh bien, c'est l'abstention. C'est l'abstention. Ça prouve bien que, eh bien, il faut expliquer davantage. Il faut faire beaucoup de pédagogie, parce que nous ne pouvons pas être dans une démocratie vivante sans une citoyenneté active. Expliquer et être au contact de la population, comme je le fais toujours, bien évidemment. S'agissant des résultats, je remercie l'ensemble des électeurs, des électrices de la deuxième circonscription qui m'ont placé en tête au premier tour du scrutin. Aussi bien, eh bien sur l'ensemble des IRAD, Anse-Bertrand, Port-Louis, où c'est vrai, je ne suis pas sortie en tête dans les bureaux, mais Petit Canal, Le Moule, Saint-François, Le Gosier et Sainte-Anne. Je leur dis merci et je dis un clin d'œil particulier à la ville du Moule qui m'a porté. C'est dire que toute la confiance que les électrices, les électeurs ont, eh bien, en Justine Bénin. Justine Bénin et mon suppléant Bernard Pancrel, nous nous disons eh bien, des candidats d'unité, mais des candidats aussi du rassemblement et de la réconciliation de cette grande famille de la deuxième circonscription. Nous sommes au second tour. Il appartiendra, comme vous le faites ici à Canal 10, que nous puissions débattre. Mais je rappelle qu'en ma qualité de députée sortante, j'ai un bilan que j'ai présenté à la population. Et je pense que sortir en tête, c'est reconnaître les qualités, les compétences, la combativité et la femme conquérante que je suis. Je suis venue me présenter devant ces populations comme je l'ai toujours fait depuis que je me suis engagée en politique. Alors vous avez dit que vous avez un bilan, nous y reviendrons d'ici quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un combat NUPES contre Ensemble? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? C'est la tournure de cette élection? Me concernant, j'ai eu à le dire sur d'autres presses. Je dis que les populations de Guadeloupe savent faire la distinction entre les différentes élections. Rappelez-vous, le vote au niveau des élections présidentielles, je l'avais dit, c'était un vote contestataire, un cri d'alarme, un SOS de nos populations.
les élections législatives, et vous voyez, preuve en est, les résultats, les populations savent qu'un député élu dans une circonscription, député de la nation, mais qui va justement défendre en tant qu'ambassadeur leur territoire. Ils savent faire la distinction. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans un combat NUPES ou ensemble. Je suis dans un combat pour l'intérêt supérieur de la Guadeloupe parce que l'enjeu est clair. C'est l'avenir de notre territoire, singulièrement de notre circonscription, et il faut laisser quelque chose pour nos enfants, pour nos générations futures. Donc moi, du tout, je ne me situe pas dans ce combat-là. Rappelez-vous, lorsque j'ai été élu en 2017, je vais à l'Assemblée nationale, je siège dans un groupe apparenté MODEM, je négocie la liberté de ton, de vote et d'expression, et je reste combative, conquérante, debout sur l'ensemble des chantiers de la Guadeloupe. Alors pour vous, est-ce qu'une cohabitation serait vraiment nécessaire, serait utile? Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Nous sommes effectivement dans le cadre du second tour. Nous allons débattre, argument contre argument, et j'espère pas rentrer dans des débats sexistes ou machistes ou des violences verbales et autres. Vraiment, je dis qu'en Guadeloupe, il faudra que les Guadeloupéens reconnaissent l'expérience, la femme de réseau, mais aussi la femme compétente qui a toujours su rester debout et la Guadeloupe chevillée au corps. Vous avez gardé un lien avec votre circonscription pendant cette mandature? Bien évidemment, une députée, quand même, j'ai été, et je le suis, une députée proche de la population, très proche de la population. Rappelez-vous, dès leur élu, je vais à la rencontre des différents maires. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, j'ai toujours fait des communications pour l'ensemble des maires passés et ou présents de la circonscription, mais aussi des bilans jusqu'à 2020, où lorsque nous rentrons en confinement, oui, une députée très active, on m'a vu sur tous les combats. Vous avez échangé avec Christian Baptiste? Bien évidemment, tous les maires de la circonscription, et bien sûr, tous les 3 mois, j'envoyais des communications écrites sur les différents projets de loi, sur les différentes propositions de loi, d'accord, à l'ensemble des maires de la Guadeloupe. Et vous dire que, et une députée efficace, lorsque vous avez une députée sur votre territoire quand même, qui a porté plus de 300 amendements en son nom personnel, dont plus de 60 ont été adoptés, une députée qui a été rapporteur dans le cadre d'une commission d'enquête sur un sujet ô combien douloureux, une députée qui a porté une loi sur l'eau. On dira effectivement qu'on aurait pu aller plus loin, et j'en viendrai tout à l'heure. Une députée qui a porté une proposition de résolution sur l'incendie du CHU. Une députée qui a posé des questions orales au gouvernement, plus de 13. C'est vous dire comment il est important de voir qu'aujourd'hui, je vous parle de mon travail, du bilan que j'ai présenté à la population, et cette population qui m'a fait confiance et qui m'a placé en tête au premier tour du scrutin. Alors rapidement, quels ont été les temps forts de votre travail parlementaire, au-delà de l'eau, de ce que vous venez de citer? Vous savez, cette législature a été très complexe, très difficile, avec les crises que nous connaissons, avec la crise sanitaire qui, effectivement, indubitablement, une crise économique sur notre territoire, et aujourd'hui la crise en Ukraine. Moi, je pense qu'il y a eu 2 temps forts dans cette législature, de 2017 à 2020 et de 2020 à aujourd'hui. 2017 à 2020, où effectivement, nous sommes sur les grands chantiers. Chlordécone, le financement des hôpitaux, le budget outre-mer, et bien sûr, la loi relative à la gouvernance du sport. Et ensuite, vous avez la deuxième période avec la crise sanitaire. Un moment très difficile, très très difficile pour nos populations. Voilà, je pense, les 2 temps forts de cette législature. Mais je le dis à la Guadeloupe, toujours debout, conquérant. Et je dis à la Guadeloupe aussi qu'on parle de gouvernement. Mais je rappelle, oui, j'ai parrainé Emmanuel Macron. Mais les supporters de mon adversaire, ont aussi parrainé Emmanuel Macron. Ont aussi porté la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Donc je considère qu'il faut sortir de l'hypocrisie et dire les choses telles qu'elles sont.
Avez-vous été très à l'aise avec toutes les mesures mises en place par ce gouvernement? Vous ne pouvez pas, écoutez, vous êtes député dans un pilier de la majorité. Vous ne votez pas tout ce qu'il y a à voter, d'accord? Vous montez au créneau sur les sujets s'agissant de votre territoire, le centre pénitentiaire de Bémao, la maison d'arrêt de Basse-Terre, le CHU, le financement du CHU du nouvel hôpital de Pointe-à-Pitre, l'accompagnement dans le cadre des investissements de nos établissements de santé publics et ou privés. Et bien sûr, il y a sur des sujets sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Rappelez-vous, lorsque nous sommes montés au créneau, lorsqu'il s'est agi de la suppression des postes des professeurs, nous sommes montés au créneau collectivement, l'ensemble des parlementaires. Et j'ai eu à travailler avec l'ensemble des députés, aussi bien des socialistes que de la majorité. Et j'ai une pensée pour Mme Hélène Vainqueur-Christophe, qui ne se représente pas, mais avec laquelle j'ai eu à travailler en bonne intelligence et en bonne harmonie. Merci. Christian Baptiste, vous avez entendu le bilan de Justine Bénin, députée sortante. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un député qui a travaillé et qui a fait ce qu'il fallait à l'Assemblée nationale? Alors, vraiment, toute vérité. D'abord, je voudrais à nouveau réitérer mes félicitations à la secrétaire d'État du gouvernement Macron. En plus, c'est une femme guadeloupéenne, donc nous pouvons être fiers. Donc, évidemment, et ce qui permet effectivement d'éviter toute considération machiste ou autre, en tout cas, c'est une fierté. Il est indéniable, on ne peut pas dire que Madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron n'a pas travaillé. On ne peut pas dire que Madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron n'est pas compétente. Pas du tout. Sauf que sa compétence et sa volonté et son travail a été rejeté par les Guadeloupéens aux élections présidentielles à 70%. Et encore rejeté dans la deuxième circonscription à près de 70%. Ça veut dire qu'elle a travaillé, oui, mais elle n'a pas travaillé pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Elle a travaillé pour qui alors? Elle a travaillé pour Macron. Vous me faites rigoler. Elle a travaillé... Non, mais je peux m'exprimer. Exprimez-vous. Soyez maître du jeu et du temps. Je dis qu'elle a travaillé pour Macron. Pas pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. En quoi elle a travaillé pour la Guadeloupe lorsqu'elle vote l'abattement fiscal qui réduit le pouvoir d'achat des Guadeloupéens? En quoi elle a travaillé pour la Guadeloupe et les Guadeloupéennes en votant la suppression de l'APL, l'aide personnalisée au logement, alors que nous avons des étudiants qui partent de la Guadeloupe et qui vont justement en France? En quoi elle a travaillé pour les Guadeloupéens en étant effectivement à la soumission de Gustin, qui est l'ancien préfet, directeur de cabinet du ministre Le Cornu, parce qu'on présente une loi, la loi sur l'eau, et cette loi qui, premièrement, effectivement, aujourd'hui n'a pas résolu le problème et qui n'a pas mis les moyens, alors qu'en fait, au départ, il était question que les élus guadeloupéens s'accordent entre eux et il y aurait eu d'autres institutions pour participer, et ensuite, il n'y a pas eu le financement nécessaire, et il y a les deux collectivités locales qui ont pris, qui ont contracté un prêt, et on demande la garantie, c'est encore, justement, les Guadeloupéens qui payent. Eh bien voilà, tout simplement, c'est que oui, elle a travaillé, elle est compétente, mais pas pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Vous me permettez? Oui. Moi, je me demande, est-ce que vous savez réellement ce que vous dites, monsieur le maire de Sainte-Anne? Vous osez dire que je n'ai pas travaillé pour les Guadeloupéens? Le chlordécone, un sujet ô combien douloureux, difficile pour la Guadeloupe, qui existait depuis plus de 40 ans, et dont votre supportrice principale était députée pendant 3 législatures? Vous osez dire cela? Je trouve quand même que c'est une aberration de votre part, surtout que j'ai osé, avec plus de 5 lettres de menaces de mort, où nous avons auditionné plus de 150 personnes, aussi bien à l'Assemblée nationale, sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique, où nos terres sont empoisonnées pour des siècles. Vous osez dire que je n'ai pas travaillé pour la Guadeloupe? Non, je pense que c'est de la démagogie
et du populisme de votre part, et je ne m'attendais pas à cela de votre part. Ensuite, vous insultez la fonction du parlementaire. Quand vous dites à la solde d'un tel, les parlementaires, justement, doivent travailler. Est-ce que vous savez c'est quoi un parlementaire? Avec le sénateur Dominique Théophile, nous avons travaillé sur une proposition de loi rénovant la gouvernance de l'eau. Vous me parlez que nous étions à la solde de quelqu'un? Un syndicat unique voulu par tous depuis 2009. Nous avons travaillé en complémentarité avec l'ensemble des élus locaux. Nous avons mis en place un conseil syndical avec un président, une commission de surveillance avec les usagers à la présidence. Oui, il y a des difficultés. Et oui, le problème ne va pas se résoudre tout de suite en un coup de baguette magique. Un problème qui date depuis plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, le syndicat unique est là. Et c'est vrai que les collectivités majeures jouent leur rôle de solidarité. Comme toujours, elles ont eu à le faire pour accompagner nos Guadeloupéens dans le cadre de la distribution d'eau potable. Une garantie d'emprunt à hauteur de 60 millions d'euros. 30 millions pour le département, 30 millions pour la région. Et c'est vrai que dans le cadre du financement, il faut qu'en qualité de parlementaire, je puisse me lever et dire au gouvernement qu'il faut un véritable plan pluriannuel d'investissement pour, le renouvellement des canalisations, pour accompagner le syndicat, et 2, la mise aux normes des stations d'épuration. Et vous osez dire que je n'ai pas travaillé pour la Guadeloupe? Je pense que, et là vous faites injure aux parlementaires. Et puis troisièmement, l'abattement fiscal. La réduction de l'abattement fiscal et non la suppression, comme on a voulu le faire croire. Et qui a concerné à peine 8% des contribuables, dont les salaires sont de plus de 4 000 euros mensuels nets. Et ceci permet d'abonder le FEI à hauteur de plus de 110 millions d'euros pour justement accompagner nos collectivités. Et vous, monsieur le maire de Sainte-Anne, vous avez eu, en termes de FEI, de la part de l'État dont vous contestez, plus de 500 000 euros de FEI de 2017 à 2021. Désirade, d'une petite commune, justement, en a eu 1 million et quelques. Et toutes les communes de la circonscription ont eu ce fonds exceptionnel d'investissement pour les accompagner dans le cadre de leurs projets. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Vous parlez de l'APL. Savez-vous comment fonctionne l'Assemblée nationale? Il y a, dans le cadre d'une niche parlementaire des groupes qui ont porté à l'Assemblée nationale des propositions de loi, notamment s'agissant de l'APL. Je rappelle que ce sont les groupes qui ont voté. Des groupes, et je n'étais même pas présent le jour où on a voté l'APL. Et je rappelle pourquoi on a demandé à nos collègues de revoir ce dispositif qui n'était pas, le texte n'avait pas été abouti. Il faut dire la vérité à la Guadeloupe, et je vous le dis, c'est une insulte au parlementarisme dont vous venez de faire preuve en disant que les parlementaires, nous ne savions pas travailler, que nous étions à la solde d'un tel ou d'un tel. Christian Baptiste. Je réitère, je dis que la députée sortante a fait de l'aplaventrisme. De quoi de vous la... dites? De l'aplaventrisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 85% des lois qui viennent... Alors, non, c'est la soumission à la solde. C'est ce que ça veut dire, à la solde. Il faut que les choses soient bien claires. 85% des lois de ce gouvernement a été votées. Et je peux prendre encore des exemples. Et donc je dis bien que, oui, elle a travaillé pour le gouvernement Macron. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes. Et je réitère le fait que les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, pour ceux qui sont allés aux urnes, l'ont clairement manifesté, ont rejeté cette politique. Concernant les sargasses, je suis maire de la commune de Sainte-Anne. Je peux demander à madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron combien de fois elle a mis ses baskets et elle est venue sur mes plages pour constater les difficultés que nous avions. Aucune fois. On s'est vu dans les bureaux 1 ou 2 fois. À aucun moment elle n'est venue à Sainte-Anne, que ce soit à Lens du Bélé, que ce soit à Galba, que ce soit à Castin. Et c'est toujours moi qui me suis débrouillé tout seul. Et par conséquent, et lorsqu'on parle du FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, ou lorsqu'on parle de la DET, la dotation des territoires des équipements ruraux, ce sont des dossiers que mes services ont établis en bonne et due forme, et parce que nous avons une vision pour le territoire. Donc, ce qui me différencie de madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron, c'est qu'on n'a plus les mêmes valeurs.
Il y a des valeurs... Vous aviez les mêmes valeurs avant? Oui. Nous avons partagé des valeurs. Lorsque nous étions conseillers régionaux, lorsque effectivement elle est venue à la région avec effectivement Madame le maire du Moule, eh bien nous l'avons accueillie, nous avons défendu des actions et des politiques de gauche. Et au conseil départemental. Qu'est-ce qui a changé depuis? Laissez-moi parler, Madame Boissy. Non, je vous pose une question pour qu'on puisse suivre vraiment. Mais je parle. Donc j'explique. Dans mes réponses, il y aura la réponse à vos questions. D'accord? Donc vous l'avez laissé parler, vous pouvez laisser parler. S'il vous plaît. Bon, je ne suis pas là pour élever la voix comme elle l'a fait. Je parle tranquillement, posément. Je n'ai pas élevé la voix. Je parle avec passion, monsieur le maire de Sainte-Anne. Je parle posément, tranquillement. Voilà. Donc nous sommes dans un débat qui est de bonne tenue, à mon avis. Donc il faut que ça reste comme cela. Donc, au département aussi, elle était dans une majorité de gauche. On l'a défendu. Alors, être dans une majorité de gauche, avoir un parti, ce n'est pas sectaire. On est là pour travailler pour tout le monde et avec tout le monde. C'est pas ce que je dis. Et bien évidemment, je l'ai soutenue en 2017, au deuxième tour. Parce que justement, elle a déclaré à la préfecture qu'elle était divers gauche, toujours des valeurs de gauche. Mais une fois arrivée à Paris, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise effectivement à la solde d'Emmanuel Macron avec le MoDem. Et par conséquent, nous avons constaté qu'il y a un changement total. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par contre, je suis resté fidèle, stable, et j'ai gardé mes valeurs. Ces valeurs de gauche, humanistes, progressistes, alors qu'effectivement, on a constaté qu'aujourd'hui, Madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron défend une politique ultralibérale, verticale, brutale. Et on l'a vu dans certaines dispositions, notamment effectivement sur la problématique de l'obligation vaccinale. Moi, j'étais contre l'obligation vaccinale. Et elle a voté pour l'obligation vaccinale. Et elle ne s'est pas présentée en deuxième lecture. Eh bien, en plus de ça, est-ce que c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens qu'il y ait des personnes qui sont suspendues sans salaire et qui triment? Moi, je suis pour la réintégration des suspendus avec effet rétroactif. Je discutais avec un ami. Sa femme est suspendue à un prêt à la banque. Et dans le prêt, il y a un contrat qui permet le report de crédit. Eh bien, lorsqu'elle a été à la banque pour ce report de crédit, ce qui est prévu dans le contrat, on lui a dit non, parce que vous êtes suspendu. C'est-à-dire que ce gouvernement est inhumain. Ce gouvernement est scélérat. C'est-à-dire qu'ils ont tout verrouillé, notamment par rapport aux personnes qui sont suspendues. Donc je crois que non, je ne peux pas accepter et dire que notre secrétaire d'État, oui, du gouvernement Macron, ultralibéral, a travaillé pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Et je répète que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, pour ceux qui se sont exprimés, l'ont clairement montré et démontré lors des élections présidentielles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une élection législative, même en France, le peuple français a compris qu'effectivement, il faut qu'il y ait une alternative. Donc, je représente cette alternative. Nous voulons une autre politique pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Vous me permettrez, ce que je vais dire aux Guadeloupéens, c'est que tout d'abord, vous avez parrainé qui pour les élections présidentielles? Personne. Vous n'avez même pas pris vos responsabilités. Je rappelle que le président du groupe où je suis apparentée, a parrainé Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que c'est lui qui a mis en place cette banque de parrainage. Ça veut dire que nous n'avons aucun problème, nous assumons nos responsabilités. Deuxièmement, vous dites, secrétaire d'État du gouvernement Macron. Je rappelle que c'est une fierté. Je l'ai dit. Je rappelle que c'est une fierté. Et cela m'honore, et cela m'engage. Et je suis sûre que l'ensemble de la famille de Guadeloupe, l'ensemble des femmes de Guadeloupe sont fiers d'avoir une femme, mais je ne vous ai pas coupé, d'avoir une femme qu'on a reconnu les qualités et les compétences. Et puis vous dire que vous me parlez des sargasses, à quel moment je suis venue sur les plages. Je vous rappelle, monsieur le maire de Sainte-Anne, je vous ai appelé à plusieurs reprises. Nous nous sommes vus. Je vous ai dit, monsieur le maire, je suis à votre disposition. Oui, vos services ont travaillé dans le cadre de vos dossiers. Mais le rôle du député, c'est le lobby aussi pour accompagner les collectivités de la circonscription. Et c'est ce que j'ai fait pour l'ensemble des 8 territoires de la circonscription. S'agissant des sargasses,
Je rappelle que c'est nous, parlementaires, et nous avons eu à ce travail collectif, et je ne vais jamais cesser de le dire, pour demander qu'il y ait une ligne budgétaire dans la mission Outre-mer à hauteur de 36 millions d'euros. Le plan Sargasses 2, le plan numéro 1, pour accompagner nos collectivités. Et c'est vrai, vous le dites, je n'ai pas pu venir à Sainte-Anne, mais vous ne m'avez jamais invité, comme le maire de la Désirade, comme le maire de Saint-François, comme le maire d'Anse-Bertrand. Donc, je vous dis, monsieur, arrêtez quand même, parce que la petite leçon, madame secrétaire d'État du gouvernement Macron, oui, sauf que la population de la deuxième circonscription m'a placé en tête, lors des élections législatives au premier tour du scrutin. Et puis dire, et il faut le dire à la population, celle qui vous soutient a parrainé Emmanuel Macron, votre suppléante a cautionné la politique sanitaire. Elle disait qu'elle n'était pas vaccinée et elle l'est. Donc arrêtez de surfer sur la souffrance des populations. Et je le dis à la Guadeloupe, qui peut être heureux de nos hommes, de nos femmes, de nos mères de famille, de nos épouses, de nos sœurs, cousins, parce que tous nous avons des parents suspendus. Qui peut être heureux de cela? Personne. Vous n'avez rien fait contre ça. Mais moi, je vais vous dire, vous savez très bien que nous avons fait. Sauf que vous ne venez point dans les réunions Covid. Et je vous rappelle que l'association des maires de France, des maires de Guadeloupe, nous avions effectivement un collectif d'élus pour sortir de la crise. Et l'association des maires, nous avons œuvré avec l'ensemble des parlementaires, les présidents de collectivités majeures, régions, départements. Donc arrêtez s'il vous plaît. Et moi je vais vous dire, nous sommes montés au créneau. Et vous le savez très bien parce que M. André et le maire du Lamontais faisaient des points précis pour l'ensemble des maires de Guadeloupe parce qu'avant de prendre des décisions, il disait il faut qu'on aille voir l'ensemble des maires de Guadeloupe. Vous le savez très bien que nous sommes montés au créneau. Et je vais vous dire mieux, le 14 octobre 2021, parce que vous avez cette communication que je vous ai envoyée et à aucun moment vous ne m'aviez rendu réponse. Le 14 octobre 2021, je monte au créneau en question au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et je demande au gouvernement de faire attention, parce que nous allons vers un chaos social. Attention par rapport à ceux qui travaillent et qui peuvent être en burn-out demain, par rapport à ceux suspendus. Il faut trouver les voies et les moyens. Allez voir cette question au gouvernement, le 14 octobre 2021. Alors, et quelle a été la réponse? Alors, quand vous dites que je n'ai pas fait ou que j'ai fait, eh bien, on a demandé que sur chaque territoire de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, qu'on puisse proportionner, oui, les réponses. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté. C'est la raison pour laquelle mon collègue Max Mathiazin, en délégation aux Outre-mer, nous avons demandé une mission parlementaire pour voir quelles étaient les difficultés, eh bien, d'appréciation de ces suspensions mises en place en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et mieux encore, à l'époque, Madame la Présidente de la Commission des lois, nous l'invitons à venir en Guadeloupe pour voir les difficultés de nos personnels soignants, et en cela, je leur tire mon chapeau, qui ont travaillé, parce qu'en mois d'août, c'était l'hécatombe au niveau du CHU. Alors, attention à ce que vous dites, et c'est encore une insulte. Non, aussi bien au niveau du parlementaire, mais aussi à la femme guadeloupéenne que je suis, et qui a toujours œuvré et combattu pour la Guadeloupe. Donc il faut arrêter l'hypocrisie là. Madame la secrétaire d'État, premièrement, je voudrais juste dire qu'il est trop tard pour taper du poing sur la table. Il est vraiment trop tard. Je vois que vous le faites. Qu'est-ce que vous avez fait? Il est trop tard. Et je rappelle que le PPDG non, mais est-ce que je peux terminer? Le PPDG a fait un communiqué. Je n'ai pas coupé. Alors voilà, c'est une insulte. C'est une insulte. Je parle, on me coupe. Voilà le parlementaire. Voilà le comportement d'une parlementaire. Voilà le comportement. Et les violences verbales et sexistes que vous avez eues à mon égard. Voilà le comportement d'une parlementaire, qui plus est secrétaire d'État du gouvernement Macron. Merci, monsieur le candidat Baptiste. Oui, mais j'ai félicité juste cette nomination, sauf que malheureusement, c'est pas pour une politique humaniste et progressiste, mais en tout état de cause. En tout état de cause. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Mais moi non plus. En tout état de cause. Jusqu'à maintenant, je ne vous en ai pas fait. Concernant la santé, Madame Ouassi, mais c'est le naufrage total. Où était la députée sortante, secrétaire d'État aujourd'hui du gouvernement Macron? C'est le naufrage total. C'est vrai qu'on sait que la crise sanitaire a révélé un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de l'hôpital. Mais on constate qu'il y a de gros problèmes, effectivement, de désorganisation, évidemment liés à la vétusté de l'hôpital. Mais je voudrais dire que nous sommes dans une élection nationale.
En fait, c'est le système de santé qu'il faut totalement réformer. Totalement. Pourquoi? Parce que vous avez des médecins qui font des pétitions dans les urgences parce qu'ils sont surbookés. Pourquoi ils sont surbookés? Parce qu'il y a une politique ultralibérale d'Emmanuel Macron qui a diminué le personnel, qui a diminué les lits et qui fait que tout le monde se trouve effectivement aux urgences. Vous avez des directeurs d'ARS qui ont démissionné. Nous aurons un super hôpital en 2024. Mais avec quels moyens? Avec quel personnel? Et c'est cette politique ultralibérale, c'est ce démembrement. Donc il faut revoir. Donc à l'Assemblée nationale, nous allons proposer qu'il y ait une législation pour remettre et refonder le système de santé français. Et concernant la Guadeloupe, vous avez par exemple, au niveau, vous avez 30% de nos compatriotes qui ont des maladies chroniques, diabète, hypertension, cholestérol. Eh bien là aussi, et il faut qu'il y ait un plan d'urgence à cet effet. Vous avez effectivement la PACES, c'est-à-dire que c'est la première année commune pour l'accès à la santé, c'est-à-dire pour être docteur, infirmier et autres. Et bien là encore, et je constate qu'il y a eu effectivement une limite du nombre de médecins formés et aussi de personnel de santé. Donc, il y a profondément aujourd'hui, notamment en Guadeloupe, c'est le naufrage. Et là-dessus, eh bien, on a constaté que la députée sortante était totalement absente. Alors, est-ce qu'on peut arriver à plus de justice sociale à travers une loi, selon vous? Mais bien sûr. Et ce serait laquelle? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, une loi doit découler d'une politique. Je vais vous dire, aujourd'hui, toutes les lois que nous avons, elles doivent être fondées sur l'humain. Vous savez, il y a un programme des Nations Unies, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et dans ce programme, il y a l'IDH, l'indice de développement humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons, au-delà des indices, effectivement purement statistiques et mathématiques, économiques, le social, l'humain doit prendre le pas. Et cet indice de développement humain est basé sur 3 éléments fondamentaux. La santé, dont on a parlé, notamment l'éducation à la santé, éviter les problématiques de malbouffe, par exemple. Moi, je prône pour la souveraineté alimentaire ici en Guadeloupe. Pourquoi? En mettant en avant des produits locaux. Ces produits locaux, évidemment, qui seront beaucoup plus sains et qui nous permettront effectivement d'avoir une santé meilleure. Moi, j'ai tous les soirs, je vais nommer son nom, M. Erlem, 101 ans, qui suit mes conférences tous les soirs. Mais ce monsieur, centenaire, il fait son jardin, il a planté patate à madéaï, et il a une alimentation saine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai du retard. Non. Je suis désolé de vous le dire, j'ai du retard. Donc vous le savez très bien. Donc désolé, laissez-moi terminer. Attendez, il y a un chronomètre, hein, on va je vous dis, laissez-moi terminer, Madame Boissier. Vous savez très bien que j'ai du retard. Donc le chronomètre. Ah ben vous avez le chronomètre, vous le savez très bien. Et contredisez-moi si vous voulez. Ah bien, laissez-moi juste. Allez-y. Et je vous disais donc, par conséquent, donc l'éducation à la santé. Donc ça c'est important. Premier élément de cet indice de développement humain, la santé. Donc j'ai parlé, il faut refonder le système de santé en France, avec les moyens qui vont. Deuxièmement, c'est l'éducation. Eh bien, l'éducation, il faut que dans les programmes, et notamment dans la transition numérique, permettre les collèges, permettre les lycées, permettre les écoles, qu'il y ait les moyens pour un plan numérique. Je dis bien une loi avec les moyens derrière qui donne aux collectivités les moyens, évidemment à l'éducation nationale, de permettre. Ça veut dire quoi? Dans cet indice de développement, c'est rendre capable l'individu. Le rendre capable. Plus vous avez dans une société des individus qui ont accès au savoir et à la connaissance, plus vous avez une société qui va se développer. Et enfin, évidemment, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une économie. Ça veut dire que quand vous avez des personnes qui ont le pouvoir d'achat, il faut faire attention à ce que ce pouvoir d'achat ne soit pas diminué, comme nous l'avons vu avec un certain nombre de lois scélérates qui ont été prises. Donc, aujourd'hui, une loi, toutes les lois, et c'est ce que nous allons défendre au niveau de l'Assemblée nationale, que toutes les lois prennent compte de l'humain, de l'homme. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été une politique macroniste que soutient la secrétaire d'État aujourd'hui, députée sortante. Laissez-moi te conclure. Une loi. Christian Baptiste. Il y a une casse. Mais j'ai aussi quelques questions. Il y a une casse sociale et une fracture sociale. Et cette politique-là, nous n'en voulons pas. Et la Guadeloupe n'en veut pas. Elle l'a déjà exprimé.
et elle ne voudra pas cette politique non plus au deuxième tour. Alors, est-ce que vous avez réfléchi sur au moins une proposition de loi que vous pourriez faire si vous êtes élu? Vous savez, dans ma vision, j'ai 5 axes, notamment sur la transition environnementale. La transition environnementale, c'est qu'il y ait une législation qui puisse tenir compte du changement global, du réchauffement climatique, notamment la problématique des sargasses, de l'érosion du trait de côte. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour faciliter? Et je sais très bien, je suis maire de Sainte-Anne, je sais très bien de quoi je parle, à ce niveau-là. Bon, deuxièmement, sur la transition démographique, vous avez un vieillissement de la population, mais parallèlement aussi, vous avez nos jeunes qui partent et qui ne reviennent pas. Il faut qu'il y ait une loi qui facilite avec les moyens, bien évidemment, le vieillissement de la population, l'accompagnement. Bon, notamment, nous avons des EHPAD, mais ça coûte assez cher, mais qui permettent aux aînés, aux seniors de rester chez eux. Il faut qu'il y ait, il y a des dispositifs, des MARPA et autres, qui existent déjà, mais il faut en renforcer. Et nos jeunes, effectivement, faciliter notamment qu'il y ait des universités de la formation. Je peux vous égrener encore, si vous voulez. Ça va, ça suffit? Nous reviendrons, ça suffit? nous reviendrons tout à l'heure avec vous, Christian Baptiste. Alors, Justine Bénin, donc, si vous êtes réélu, qu'avez-vous l'intention de porter à l'Assemblée nationale? Quels seront donc les axes forts? Sur quoi pensez-vous peser? Vous me permettrez de répondre à monsieur le candidat. Tout d'abord, je rappelle que s'agissant du pass sanitaire, le pass sanitaire n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. Et je le dis, je n'ai pas participé au vote s'agissant du pass sanitaire parce que dès avoir vu le texte, j'avais dit au gouvernement que les textes étaient inapplicables en Guadeloupe. J'ai attendu effectivement le passage au niveau du Sénat, mais le texte était toujours le même et je n'ai pas participé au vote. Mais le pass sanitaire, monsieur, n'a pas été appliqué en Guadeloupe et dans les Outre-mer. Deuxième chose, s'agissant de l'obligation vaccinale, je rappelle à monsieur le candidat que le Parti socialiste a été l'un des premiers groupes à dire et à demander un vote pour l'obligation vaccinale. Je le dis, c'est important. Je rappelle aussi que vos soutiens étaient pour le pass vaccinal, aussi bien, le PPDG qu'au niveau de l'ensemble de vos supportrices et de vos supporters. S'agissant de l'obligation vaccinale, c'est important de bien expliquer à la population. J'ai voté ce texte et pourquoi? Parce que lorsque nous étions regroupés, nous, les élus de Guadeloupe, l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs, associations des maires de Guadeloupe, présidents de collectivités majeures, régions, départements, nous nous sommes dit qu'il faut absolument qu'il y ait un report de l'obligation vaccinale en Guadeloupe. Et je rappelle que l'obligation vaccinale en Guadeloupe, il n'y a pas eu lieu. L'obligation vaccinale en Guadeloupe n'a pas eu lieu parce que, j'ai porté un amendement avec Max Mathiazin, avec Hélène Vainqueur-Christophe, avec des sénateurs qui l'ont repris au Sénat, qui disaient justement de reporter l'obligation vaccinale en Guadeloupe. L'obligation vaccinale des soignants, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'étais venue ici même pour parler de l'accompagnement, de la plateforme des médiations, et j'ai toujours été en lien et en pourparlers, et je le dis, je suis pour la réintégration des soignants, et vous le savez aussi, parce qu'en réunion, nous l'avions toujours dit. Ce point d'orgue était un fait. Vous parlez de notre hôpital. Notre hôpital n'est pas dans cet état en 5 ans, monsieur le candidat. Voilà des années que nous avons une difficulté au sein de notre hôpital de Guadeloupe. Nous avons un problème d'attractivité et pourtant, nous avons un très, très bon personnel avec des spécialistes de haut rang. Et il faut, oui, travailler dans le cadre de financement. Il faut revoir le financement de notre hôpital. Nous avons eu à travailler sur un document conjoint, Association des maires de Guadeloupe, région, département, parlementaire, pour justement sortir de la tarification à l'acte du fait des surcoûts et de l'augmentation du fret. Il faut revoir le financement de notre hôpital de Guadeloupe. Il faut revoir le coefficient géographique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater, nous avions fait des propositions. Je le dis parce que nous avons travaillé collectivement. Et je suis sûre que le maire, Éric André,
et le maire du Lamentin vous ont fait état, mais comme vous voulez être dans la démagogie, surfer sous la détresse des populations et être dans le populisme, vous dites ce que vous Christian dites. Baptiste Mais je rappelle... parle de la réintégration des soignants. Avec l'effet rétroactif. Alors, est-ce que vous partagez, est-ce que vous dites la même chose? Moi, je dis 3 choses. La première des choses, vous avez vu, il y aura la réintégration des soignants. La deuxième chose que je dis, dès lors que le président de la République a été élu, et avant même, nous avions fait un courrier, mais dès lors élu, nous lui avons encore redemandé la réintégration du personnel soignant, d'accord, le paiement des salaires jusqu'à décembre 2021, la mise en place de la plateforme et le paiement des salaires pour ceux qui veulent rester. Parce que quand j'avais été voir les organisations syndicales, j'ai eu à discuter avec eux. Lorsqu'on dit qu'elle n'a pas travaillé pour la Guadeloupe, mais je suis une femme de terrain et vous me reprochez de travailler, vous dites elle a travaillé, elle est compétente, mais elle n'a pas travaillé pour la Guadeloupe, elle est avec le gouvernement Macron. Il faut savoir ce que nous disons. Parce que la Guadeloupe m'a toujours vu à l'œuvre. Toujours. Et moi, je suis dans le sens de la responsabilité. Je ne dis pas pour dire, je dis les choses telles que je les ressens, et telles que je les ressens avec les remontées de nos populations. La réintégration des soignants, et ça, il faudra discuter. J'ai commencé les discussions avec les organisations syndicales, et là, je peux vous dire, à l'époque, lorsque nous avons fait les courriers, et je vais vous le faire tenir, où nous demandions le paiement jusqu'en décembre, rétroactivement, ou jusqu'en décembre 2021, avec la mise en place de la plateforme de médiation, les organisations syndicales m'ont dit non, nous ne souhaitons pas la plateforme. Sauf que lorsque j'avais été à la rencontre de quelques CESAD qui me disaient oui, il fallait la plateforme de médiation, parce qu'il y avait des gens qui voulaient une reconversion professionnelle. Et ça, nous sommes prêts, en tout cas moi, j'ai demandé qu'on puisse discuter avec les soignants. 1, la réintégration. 2, le paiement des salaires. 3, la plateforme de la médiation. Alors, c'est vrai que l'élaboration d'une loi ne peut se faire sans une rencontre avec les acteurs. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas plus de visibilité dans ces échanges, plus de transparence? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être publier ces rencontres et donner les temps forts des échanges? Comme cela, on sait vraiment ce qu'on a eu, parce qu'on parle de lobby, on dit oui, il faut avoir un réseau, il faut connaître comment faire, mais il y a quand même une certaine opacité, en tout cas pas de visibilité réelle. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à mettre plus de transparence au niveau de tout cela? Mais tout est public à l'Assemblée nationale. Pour que les populations puissent avoir une idée de ces rencontres et de ce qui se passe. Parce qu'on dit oui, il y a des rencontres, mais c'est surtout pour les intérêts personnels et particuliers des uns et des autres. Je vais vous dire. Alors, que pensez-vous de cela? Oui, le Guadeloupéen, ce dont il a besoin, ce sont des actions concrètes. Bon, je pense que tout à l'heure, Madame la députée sortante, secrétaire d'État du gouvernement Macron, va donner quelques exemples précis où le Guadeloupéen, qui rencontre dans la rue. Alors, je ne parle pas de l'entre-gens, c'est-à-dire où un parlementaire va aider telle ou telle personne à réintégrer, à une mutation. Je parle d'actions collectives, d'actions publiques, où dans la rue, le Guadeloupéen a dit oui, voilà. Je suis satisfait parce que j'ai de l'eau chez moi. Je suis satisfait parce que quand je vais à l'hôpital, j'ai une prise en charge, en tout cas au niveau des soins. Un Guadeloupéen qui dit oui, je suis satisfait parce que j'ai mon pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que le Guadeloupéen attend et c'est ce que nous voulons mener à l'Assemblée nationale. Qu'il y ait des lois qui soient prises. La législation française, l'Assemblée nationale, c'est le temple, un des temples de la législation française. Et on connaît cette législation française qui parfois on écrit, mais derrière il n'y a pas de moyens. On l'a vu avec la décentralisation. Il y a énormément de lois comme cela, notamment sur la prévention de la délinquance, où le maire est au cœur d'une législation avec un certain nombre de dispositifs, mais il n'y a pas de moyens qui suivent. Bon, on voit même avec effectivement la loi sur l'eau, sur la gouvernance de l'eau, justement instrumentalisée, le gouvernement qui a instrumentalisé deux parlementaires, on voit que derrière, où sont les moyens? Vous savez, ce matin, j'appelle mon collègue Élie Califère, maire de Saint-Claude. Je lui dis, bon, écoute, je te félicite, bon, si Dieu te prête vie, bon, voilà, je pense que tu es arrivé en tête et tout. Bon, et je ne savais même pas encore, justement, qu'il y avait ce que vous avez lu tout à l'heure. Et il me dit, mais Christian, il faut que ce matin, il faut que j'aille distribuer de l'eau à Saint-Claude. En côté, c'est là de l'eau qu'a fait. Ils mettent à terre,
le maire de Saint-Claude, avec son équipe, doit aller distribuer de l'eau à Saint-Claude. Ça veut dire que, soi-disant, on a une loi qui n'a rien résolu. C'est ce dont le Guadeloupéen et la Guadeloupéenne, ils ont besoin de choses concrètes et d'actions publiques concrètes. Et à l'Assemblée nationale, nous voulons effectivement qu'il y ait des lois qui jouent directement sur lui. Mais je l'ai dit tout à l'heure, sur sa santé, sur son éducation, qui lui permettent d'être en capacité, de le rendre encore plus capable. Ce sont ces dispositifs, évidemment, je peux égrener encore, je n'ai même pas parlé de la transition numérique, je n'ai pas parlé de la transition économique et sociale, et de la transition politique. Parce que le problème qui se pose ici, on parle effectivement de domiciliation du pouvoir, d'autonomie politique. Et on parle aussi que la Constitution nous permet déjà de légiférer, c'est vrai, dans certaines lois. Mais attendez, attention, ce n'est pas simplement à ce niveau-là. Ce sont les décisions qui viennent d'en haut, du pouvoir central, et qui ne sont pas pertinentes, et qui n'ont rien, et qui sont totalement déconnectées de la réalité du terrain. Vous savez, moi je suis un homme de terrain. Ça fait 8 ans que je suis maire. Et j'ai occupé 2-3 fonctions, que ce soit à la région ou au département. Je suis conseiller départemental. Mais en tant que maire, je connais cette réalité du terrain. Eh bien, des décisions sont prises totalement déconnectées. Et c'est ça, ce gouvernement de Macron qui prend des décisions et qui ne tiennent pas compte justement de la réalité du terrain. Alors, sur ce problème de l'eau, qui revient de toute façon et qui est revenu d'année en année, on a vu que peu importe les gouvernements en place, ce problème qui dure depuis plus de 30 ans n'a jamais été résolu complètement jusqu'ici. Alors, est-ce que le député, c'est celui qui, jadis et aujourd'hui, doit agir ou devait agir? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que nos élus, sur le plan local, ont la possibilité aussi d'agir? Parce que dans ce problème, chacun s'envoie la balle. Alors, les parlementaires au niveau des élus, au niveau du gouvernement, en tout cas, on mélange tout et on se dit que ça n'avance pas. Alors, est-ce que le député peut réellement agir et faire en sorte que les Guadeloupéens aient de l'eau dans les robinets? Parce que c'est ce que les populations entendent. Ils disent, oui, mais donc si le député est là, on aura de l'eau dans les robinets, le gouvernement. Alors, comment voir clair dans tout cela? Mais rapidement, je dis non. La preuve en est, c'est qu'il y a une loi qui a été votée, portée par des parlementaires, et le problème n'est pas résolu. Donc je dis non. Bon, je laisse ma collègue répondre. Tout d'abord, merci. Madame Boissé, vous faites bien de dire, est-ce que le député peut tout faire? Non. Non. Monsieur le candidat parle de transition numérique, c'est la compétence régionale. Il parle de l'eau. Moi, je suis triste qu'un exécutif, maire, qui est conseiller départemental, qui a voulu être président de la CARL et qui aujourd'hui souhaite être député, parler ainsi de l'eau. Je suis triste. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est une compétence locale. Et la loi, c'est pourquoi? Pas pour résoudre. C'est pour la mise en place de la gouvernance de l'eau potable. Et dans cette émission-là, dans le cadre de ces élections législatives, je ne reviens pas. Et je ne reviendrai pas. Et je ne vais pas tomber dans cela, revenir sur l'historicité de l'eau en Guadeloupe. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Donner des bons points ou des mauvais points à quiconque. Et il le sait très bien. La loi, c'est rénover la gouvernance du service public de l'eau potable et de l'assainissement. La mise en place du syndicat unique. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous disons. Et puis, qu'est-ce qui touche le quotidien? Un député est là pour fabriquer la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, mettre un relais entre le territoire, le gouvernement et être force de proposition pour aller taper du poing sur la table. Celui qui est dans le quotidien, c'est le maire. C'est le conseil départemental, tout ce qui concerne l'action de la solidarité. Mais c'est vrai que les politiques publiques, c'est le député, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Je rappelle que la suppression de la taxe d'habitation, c'est une économie en moyenne de 1 275 € par foyer en Guadeloupe. Je rappelle que la création de la retraite minimale va revaloriser à hauteur de 85% du SMIC, soit 1 036 € par mois pour une carrière complète. Et c'est la raison pour laquelle je propose une loi pour la retraite de nos agriculteurs des Outre-mer. Parce que c'est vrai, ils ont une petite pension et ce n'est pas normal, surtout que prochainement,
eh bien, nous sommes à l'orée, eh bien, d'être le département le plus vieux de France. Je rappelle aussi que, s'agissant de l'amélioration du logement social, c'est plus de 170 millions engagés par l'État depuis 2017 et nous l'avions voté aussi bien dans la mission Outre-mer que dans les lois de finances. Mais je rappelle aussi pour les collectivités, dans le cadre du confinement, qui avaient perdu, qui n'avaient plus l'octroi de mer. Le confinement, vous êtes sous cloche, eh bien les choses étaient difficiles pour le tourisme, surtout à Sainte-Anne, à Saint-François. Eh bien, dans la loi de finances rectificative, eh bien, c'est la compensation, eh bien, de l'octroi de mer. Et je rappelle aussi la mise aux normes sismiques et parasismiques avec le plan séisme, 640 millions d'euros. Il faut mettre les choses là où elles doivent être. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle il y a une telle défiance, une telle méfiance de nos populations vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Ce n'est pas propre à la Guadeloupe. La moralisation n'avait pas été mise en place justement pour redonner plus de confiance à cette population, à ses élus. Ça prendra le temps. C'est une histoire de temps. Parce que vous savez très bien que notre société est en pleine mutation. Notre société est en pleine mutation et il faut l'accompagner dans cette mutation du 5.0 où il y a le tout numérique. Le matin, eh bien, nos personnes âgées, quand ils allument la télé, ils connaissent mieux l'information que vous et moi. LCI, Télé, BFM Télé, CNews et compagnie. Eh bien, tous les enfants offrent à leurs parents eh bien, le téléphone portable. Il y a WhatsApp, il y a les réseaux sociaux. Il faut savoir trier dans tout cela. Et c'est un accompagnement de tous les instants avec des échanges, avec des réunions de quartier, avec des rencontres, tous les jours, et beaucoup de pédagogie et d'explication sur le rôle et les missions de chacun. Merci. Christian Baptiste. Oui. Oui, alors, une question et vous pourrez poursuivre sur ce que vous alliez dire. Oui. Alors, maintenant, essayons de vraiment synthétiser les choses et de dire à votre population, celle de la deuxième circonscription, pourquoi voter pour vous plutôt que votre adversaire, Justine Benin. Non, je vais d'abord dire, exprimer notre vision, mais je voudrais simplement dire je profite de l'occasion pour faire une mise au point sur la transition numérique. J'ai constaté que beaucoup de candidats, lorsque je parle de transition, en fait, disent que voilà, c'est une compétence locale de la région. Je parle de dispositifs législatifs qui favorisent la transition numérique avec les moyens. Ben, faut expliquer. Je l'explique. Merci. Je l'explique. Je pense que c'était évident pour certaines personnes, mais apparemment non, et notamment pour certains candidats. Alors je l'explique. Ah non, je vais vous dire, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit en ces termes. C'est aujourd'hui que vous vous reprenez et je pourrais vous donner votre verbatim, monsieur. Non, mais je m'explique, on est là pour ça, on est en débat. Lorsqu'on parle, effectivement, du plan numérique dans l'éducation nationale, lorsqu'on dit qu'il faut équiper les écoles, il faut équiper les lycées, eh bien, c'est la loi, il faut qu'il y ait une loi qui permette au niveau de l'éducation nationale pour accéder à la connaissance. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de... Vous savez, on est dans un pays, il y a ce millefeuille, il y a plusieurs compétences. Vous avez le département a une compétence sport, la région a une compétence sport, bref. Mais l'État, l'éducation nationale, c'est la compétence de l'État. Donc je veux dire, la transition numérique, notamment, c'est dans le cadre de cette compétence de l'État pour favoriser, non seulement pour les écoles, mais surtout pour les personnes âgées qui doivent avoir accès. Et surtout, alors, il y a 3 points importants. C'est que d'abord, il faut qu'il y ait un déploiement général, que l'État puisse accompagner ceux qui sont compétents pour qu'il y ait un déploiement sur tous les territoires, qu'il n'y ait pas de zone blanche. Deuxièmement, les équipements dont j'ai parlé, et aussi dans les administrations, à la sécurité sociale ou à la CAF, qui permettent de faciliter, ou aux impôts, qui permettent de faciliter évidemment les démarches des administrés, et la culture numérique. La culture numérique, parce que ça ne suffit pas d'avoir le déploiement, ça ne suffit pas d'avoir les équipements, et que nous n'ayons pas cette culture numérique. Et cette culture numérique, elle doit commencer d'abord au niveau de l'éducation nationale. Et pour que ça commence au niveau de l'éducation nationale, eh bien la boucle est bouclée, il faut revenir au fait, il faut le déploiement, il faut qu'il y ait les équipements, voilà. Et la boucle est bouclée. Donc, et ça, je peux l'expliquer pour chaque transition dont j'explique. Donc, je pense que Madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron, que mes explications étaient claires. Alors, moi, ce que je voudrais dire, tout simplement. Alors, pourquoi voter pour vous plutôt que pour moi, ce que je voudrais dire, tout simplement... Qu'est-ce qui fait votre force ou qui fera votre force? Alors, moi, député, je vais m'opposer à tous les projets de loi qui réduisent le pouvoir d'achat. Moi, député, je m'opposerai
à tous les projets de loi qui ne tiennent pas compte des intérêts de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Moi, député, je défendrai systématiquement les plus humbles, ceux qui sont en difficulté, qui connaissent l'accroissement des inégalités. Moi, député, je m'opposerai à la casse des services publics. Moi, député, proposé par le programme Macron. Moi, député, je vous rendrai des comptes régulièrement. Moi, député, je porterai la voix de la Guadeloupe, leurs préoccupations. Moi, député, oui, je ferai remonter les spécificités et les problématiques de notre archipel pour les faire entendre et intégrer dans les lois. Moi, député, je resterai un homme de terrain. Je ne vais pas abandonner. Trop souvent, j'ai entendu, vous l'avez dit dans le documentaire à droite ou à gauche, oui, mais nous n'avons pas vu la députée sortante. On l'a vu lors des élections, on n'aura plus revu. Alors, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'elle va démentir, mais en tout cas, moi, député, je resterai sur le terrain et je ferai en sorte que, quelles que soient les propositions de loi ou les projets de loi qui viendront, dès lors que je sais que ça touche l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, évidemment que ces lois soient adaptées à notre territoire, je ferai appel et en concertation avec les différents acteurs, que la loi soit sociale, économique, qu'elle soit sportive ou culturelle, je serai sur le terrain avec les acteurs pour pouvoir leur demander leur avis. Et si, en montée à l'Assemblée nationale, c'est moi qui vais boucler, non pas pour entendre la voix de Christian Baptiste, ce n'est pas mon intérêt personnel, mais la voix de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Alors, est-ce que vous serez prêt à voter contre une loi qui serait proposée par votre groupe parlementaire et qui serait contre vos valeurs? Tout à fait. Mais tout à fait. Je reste dans mes valeurs. Je rappelle que je n'ai jamais défié de ces valeurs. Qui sont? Humanistes et progressistes. Et je rappelle que j'ai défendu, j'ai occupé plusieurs fonctions, je suis resté dans ces valeurs. Donc, je représente l'alternative à cela. Et je serai situé à gauche de l'Assemblée nationale. Je serai au groupe PS, donc dans le cadre de la nouvelle union, la nouvelle union populaire. Mais je ne serai inféodé, je ne serai à la solde d'aucun leader politique. D'ailleurs... Dans cette union, il y a plusieurs partis politiques. Il y a effectivement, parce que pour avoir la visibilité, il faut être dans un groupe, il y a l'intergroupe, il y aura des discussions, mais dès lors que cela ne va pas dans l'intérêt, effectivement, de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, je le dirai très fermement. Et d'ailleurs, même dans l'hypothèse où, parce que l'élection n'est pas gagnée, nous souhaitons qu'il y ait une majorité, une nouvelle politique. Mais même dans l'hypothèse où le président de la République aurait sa majorité, si ça va dans je ne serai pas dans une opposition systématique. Si ça va dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, eh bien, je voterai. Mais si ça ne va pas dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, eh bien, je ne voterai pas. Merci. Donc, la question, elle est là, fondamentale, c'est un changement de politique. Donc, allez voter Christian Baptiste et ça suffira. Vous aurez le temps de faire une conclusion d'ici quelques instants. Alors, pour vous, Justine Bénin, même question. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, vous dites aux Guadeloupéens de voter pour vous. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut permettre à ceux-là de faire le choix? Qu'est-ce que vous portez de plus que Christian Baptiste? Qu'est-ce qui vous différencie, mais vraiment concrètement? Tout d'abord, je dirais à l'ensemble de la Guadeloupe et des électrices et des électeurs de la 2e circonscription que monsieur le candidat, dans un communiqué en date de septembre 2019, disait que les périodes électorales sont toujours l'occasion des rumeurs les plus folles. Et qu'aujourd'hui, j'entends des rumeurs proférées à mon égard lorsqu'il dit qu'on lui aurait dit que je n'étais pas sur le terrain. C'est dommage d'entendre un élu qui dit être de terrain répéter cela. Je le dis, depuis 2017, les électeurs de la 2e circonscription m'ont fait confiance. Et leur confiance m'a engagée. Et j'ai honoré cette confiance en étant une députée proche de la population, une députée active, une députée efficace. Je mets au défi quelque adversaire de dire que je n'ai pas travaillé ou qu'on ne m'a pas entendu sur les bancs de l'Assemblée nationale, aussi bien en question au gouvernement en hémicycle, aussi bien en commission. Et je mets au défi mon adversaire direct de dire qu'il n'a pas reçu de communication de ma part, aussi bien par mail, par courrier ou par téléphone. Oui, une députée proche, active, efficace.
Et je rappelle, parce qu'il l'a dit, que j'ai dévié, j'aurais dévié. Attention à ce que vous dites. Je rappelle que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, eh bien, je n'ai de carte d'aucun parti, aussi bien local que national. Et je rappelle que lorsque j'ai été élue conseillère régionale, vice-présidente de la région Guadeloupe, c'était sur mes compétences, mes qualités et les valeurs que je défends jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle aussi que j'ai été conseillère départementale. C'était sur mes compétences, mes qualités et mes valeurs. Et aujourd'hui, j'ai eu cette reconnaissance au niveau national, mais le peuple et les électrices de la 2e circonscription l'ont reconnu en me plaçant en tête lors du premier tour du scrutin. Alors, je resterai députée parce que les électrices et les électeurs vont se remobiliser, amplifier, renforcer en me donnant la victoire samedi 18 juin. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est travailler pour notre jeunesse. Nous avons cet exode massif de notre jeunesse. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, c'est depuis très longtemps. Il faut absolument que nous puissions favoriser l'embauche locale de notre jeunesse diplômés qui reviennent en pays. Et c'est favoriser le développement économique. Mais il faut aussi penser à nos seniors qui sont du grand âge. Il faut valablement les accompagner dans le cadre du maintien à domicile. Les EHPAD, eh bien, nous coûtent trop cher avec des petites pensions. Il faut penser à l'amélioration de l'habitat et bien sûr le pouvoir d'achat. Augmenter le pouvoir d'achat, c'est bloquer le prix du gaz, bloquer le prix de l'essence et revoir la loi sur la régulation économique. Merci Justine Bénin. Maintenant, vous avez la possibilité de vous adresser à cette population directement en la regardant droit dans les yeux. Donc, quelques instants pour cela. Chers électeurs et électrices de la 2e circonscription, je me suis adressé à vous durant cette campagne électorale et à nouveau, je vous demande de me faire confiance. Je rappelle, et je fais une parenthèse, que Madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron ne sera pas députée, quel que soit le cas de figure. Si d'aventure, et dans l'hypothèse où elle est élue, c'est Bernard Pancrel qui sera député, parce qu'elle restera de son poste de secrétaire d'État du gouvernement Macron. Bon, c'est une hypothèse. Maintenant, bien évidemment, si à la 2e hypothèse, elle ne gagne pas l'élection, elle ne sera pas députée. Donc déjà, j'ai en face de moi, non pas une candidate, mais une candidate en fait qui représente le gouvernement, et c'est Bernard Pancrel, et je ne pense pas que le maire de Saint-François est déjà prêt pour pouvoir occuper ce poste. Donc, faites confiance à quelqu'un qui sera élu, si vous m'élisez, la souveraineté populaire. Donc moi, je suis député, je resterai député. J'ai décidé de faire le choix de démissionner du conseil départemental, si je suis élu député, c'est Éric Latchoumanet qui va me remplacer, et bien évidemment, de rester au sein de mon conseil municipal. Il y aura une équipe, chaque élu a déjà, et je voulais rassurer la population de Sainte-Anne, chaque élu a déjà une délégation de dossier avec un résultat à obtenir, et parallèlement, j'ai une première adjointe au maire qui connaît tous les dossiers, et donc il y a une équipe qui fonctionne déjà. Donc je voulais rassurer cette population de Sainte-Anne pour lui dire que je ne quitte pas Sainte-Anne, je ne quitte pas la Guadeloupe. Je suis là, je serai toujours un homme de terrain, quelles que soient les circonstances. Et donc, faites confiance à une nouvelle politique humaniste, progressiste, qui va réduire les inégalités sociales, qui va se pencher sur le pouvoir d'achat, une politique qui va réduire les fractures sociales, une politique qui ne sera pas ultralibérale, qui ne sera pas brutale, une politique qui viendra prendre des décisions en tenant compte de la réalité du terrain. Et moi, en tant que député, lorsque vous allez entendre ma voix, ce n'est pas la voix de Christian Baptiste, ce sera la voix de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Donc je vous demande de me faire confiance, comme vous l'avez toujours fait. Je rappelle, j'ai occupé, je n'ai aucune casserole derrière moi. J'étais à la région, au département, je suis maire depuis 8 ans, je n'ai aucune casserole derrière moi, je n'ai aucune enquête, aucune affaire judiciaire, aucune enquête sur clientélisme électoral, je suis clean, je n'ai aucune casserole, donc votez pour un député, oui, qui va vous représenter dignement, que vous allez entendre, mais la voix de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Je vous remercie. Votez Christian Baptiste et Natacha Gordon. Merci Christian Baptiste. Dire à la Guadeloupe, aux électeurs de la 2e circonscription
Justine Benin n'a pas de casserole. Le rôle du député, fabriquer la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, aider l'ensemble des associations qui œuvrent dans le cadre de missions de service public, ce que j'ai fait, les aidant dans le cadre des orientations vers les collectivités majeures, régions, départements, dans le cadre des dossiers du Fonds d'aide aux associations, mais aussi dans le cadre des dossiers vers le ministère des Outre-mer et bien sûr avec le parti Le Modem où je suis apparentée. Et je réfute toute accusation clientéliste de monsieur le candidat Christian Baptiste. Et je rappelle que l'ensemble des associations de la 2e circonscription ont été reçues, accompagnées, visitées par Justine Benin. Je le dis, il faut voter pour Justine Benin. Être aujourd'hui au ministère de la Mer, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour la Guadeloupe. C'est une fierté pour la femme de Guadeloupe. C'est une fierté pour l'excellence de la Guadeloupe parce que je suis l'enfant de chaque foyer de la Guadeloupe et singulièrement de la 2e circonscription. Oui, la loi, c'est que si je suis élu et je serai élu, parce que vous allez me faire confiance, vous me faites déjà confiance en me plaçant en tête dès le premier tour, c'est Bernard Pancrel, mon suppléant, qui va tenir l'intérim. Et parce que, l'enjeu, c'est de bien vous représenter au niveau du ministère de la Mer. Je rappelle que c'est grâce aux Outre-mer que la France est la 2e puissance maritime. Mais je rappelle aussi que la Guadeloupe est entourée d'eau. Mais je rappelle à monsieur le candidat que lui, c'est son frère qui sera maire de Sainte-Anne. La différence entre vous et moi, c'est le principe de responsabilité et le discours de vérité. Je demande aux électrices, aux électeurs de la 2e circonscription de me porter, de m'accompagner. À vous, femmes de Guadeloupe, je lance un appel à la mobilisation et au rassemblement autour de Bernard Pancrel et de moi-même, candidat de l'unité, de la réconciliation et du rassemblement. Merci Justine Benin, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau et puis je vous souhaite donc une bonne campagne et nous verrons ce que les électeurs de cette circonscription auront décidé pour ce 2e tour des élections. Merci. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre. Excellente soirée à tous. Je vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.